d'abord bonjour et toujours ravi de vous voir, hein. C'est toujours un plaisir de retrouver année après année et d'évoluer ensemble. Voilà. Alors comme j'ai 10 minutes, que le temps imparti est 20 minutes, ce n'est pas beaucoup. Vous aurez par contre les diapositives. Si vous me remettez vos cartes à la fin, vous pourrez, je vous les transmettrai. Voilà. Et n'hésitez pas, malgré le temps court, à poser des questions parce que je vais devoir aller vite. Voilà, c'est vraiment un tour d'horizon. Alors nous avons vu ce matin, enfin dans la partie qui me concerne, il y en a beaucoup d'autres avec mes collègues, tous les effets de la bio post de Covid qu'il faut tenir compte, qui montrent qu'on est vraiment rentré. Cette partie se concentre sur la GMS et des acteurs dont on va attendre le plus souvent parler, ce sont les fameuses licornes, les startups, dont certaines à terme vont probablement menacer certaines GMS et même les racheter. Voilà. Donc c'est des acteurs qu'on appelle communément startups. Les licornes sont des grandes startups. Et toutes les deux, à savoir qu'on pourrait le qualifier de grandes distributions conventionnelles et sur Internet, très nouvelles. On peut dire les GMS et les licornes aussi, d'ailleurs, qui font partie du paysage de la bio, on ne peut plus les ignorer, hein. Il y a dorénavant des segments, il y a les épiceries alternatives de proximité, les magasins vrac, qui sont les startups, on va dire, sociales, entre parenthèses, la nouvelle génération de magasins bio. Vous avez les marques et les magasins spécialisés bio dits historiques, qui jouent bien sûr un rôle important et depuis à peu près 2-3 ans, même plus, mais en innovation, ils apportent leur quote-part. La GMS et depuis peu de temps, les licornes, on peut le dire, font partie aussi du paysage. La GMS bien sûr a copié pas mal de choses, des magasins et des marques historiques. Par exemple les filières, hein, ce qui est le plus connu. Mais il ne faut pas oublier que les magasins bio, les marques ont aussi copié pas mal de choses de la GMS, comme l'agencement en magasin ou le principe des centrales d'achat, ou des méthodes d'achat de produits bio et de référencement. Donc on va dire que c'est de bonne guerre. Alors, les magasins bio, ils innovent de leur côté. Là, encore une fois, nous nous concentrons sur la GMS et nous allons voir ce qui est intéressant, dont certaines innovations peut-être sont moins connues de vous, mais je les ai placées là parce que dès cette année, en 2022, elles vont jouer un rôle important. Et on est ici pour anticiper, pour faire de la projective et pour vous préparer à ça et commencer à voir comment vous pouvez jongler avec ces nouvelles informations. Ça marche pas. Voilà, hop. Alors, je ne me présente pas pour gagner du temps. Alors vous avez 4 grandes parties. Encore une fois, c'est un survol. N'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite ou si vous avez des questions spontanément. Alors, cette première partie se concentre sur les drive piétons et le quick commerce. Qui a déjà entendu parler du terme de drive piéton et qui est à l'aise avec ce concept, qui voit de ce qu'il en retourne, qui voit clairement les défis. Qui peut lever la main? D'accord. Alors, nous allons voir si j'ai la prétention de vous apporter d'autres choses. Sinon, grondez-moi, hein. Qui a entendu parler du quick commerce, qui est à l'aise avec ses concepts, avec les acteurs, etc. Alors là, il y en a beaucoup moins, hein. Alors, le drive piéton, on connaît tous le principe du drive. C'est la version proxy nouveau siècle. C'est un acteur à surveiller particulièrement. Nous allons le voir, parce qu'il va faire sentir très rapidement, c'est déjà fait à mon avis, il va faire sentir très rapidement son influence sur les magasins bio historiques.
Pourquoi? À cause de leur croissance, on va le voir aussi. Et surtout, deux concepts très forts qu'on a tendance à sous-estimer. Et ils évoluent eux-mêmes, ces drives piétons, et ils sont en train de devenir des commerces de proximité. Après, le quick commerce, on verra ce que c'est. Donc, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, où je fais, oui, je fais un rappel. Le drive, on fait une commande par internet dans les deux cas. Le drive, on prend sa voiture, on prend sa commande et on rentre chez soi. Le drive piéton, c'est exactement pareil, sauf qu'on y va à vélo ou à pied. Et le cheminement, et si c'est à pied, c'est pas plus de 5 ou 10 minutes de chez soi. Donc ça, il y a une chose qui est importante à retenir, c'est de se dire pourquoi ça marche à pied. C'était la thématique de ce matin, avec le concept de nano-proximité. C'est que le champ de gravité, il faut en prendre conscience, du magasin, vous savez, pour un client, ça commence à l'être, et ce sera une vérité, même une évidence pour un client. Vous savez, pour celles qui n'ont pas assisté ce matin, quel est le vrai, où se trouve le véritable magasin? Comment? Le plus proche du consommateur. Oui, et ça veut dire quoi, le plus proche du consommateur? Vous brûlez là. Oui, non, bah, c'est très simple parce qu'on en a tous un chez soi, c'est le sofa. C'est le sofa. Voilà. C'est là où on commande ses commandes, on prend son ordinateur, on est à l'aise et en regardant une série et on fait ses courses. Enfin, c'est comme ça que fait ma femme en tout cas, hein. Voilà. Donc, et c'est le perron. On prend l'habitude du petit producteur qui vient, on tape le bout de gras avec lui et on réceptionne sa commande de fruits et légumes. Donc ça, si je vous dis ça, bon ben pourquoi? Si dans la tête du client, ce sera une évidence encore une fois, dans 5 ans, c'est la clé, il va vouloir daigner se déplacer, mais pas trop loin. C'est-à-dire que tous ces formats-là, en fait, ont un brillant avenir parce que c'est à 5 ou 10 minutes à pied, un grand maximum. Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde les jeunes actifs, en France et aux États-Unis, ça porte un autre nom. Aux États-Unis, par exemple, Copside. Les jeunes actifs qu'on interroge, qui n'ont pas le pouvoir d'achat des plus grands, mais qui sont habitués à ça et qui vont l'avoir très rapidement, ils affirment ne plus fréquenter les hypermarchés. Ça vous donne une clé. Vous pouvez vous dire, ben, les hyper, un magasin bio, c'est pas un hyper. Oui, mais à mon avis, dans 5 ans, s'il n'y a pas des transformations qui sont faites en magasin bio, ils vont dire, affirment ne plus fréquenter les magasins bio et les marques qui se trouvent à l'intérieur, bien sûr. Alors, ça vous donne une petite clé d'un phénomène. Ils étaient 17 de mémoire en 2018. Ils étaient 100 en 2019. Ils sont 600 en 1221 cette année. Et l'année prochaine, ils devraient être en 1200. Vous voyez? Il en faudra plus encore parce que c'est un maillage. Et si on veut qu'il touche 5 ou 10% à 5 ou 10 minutes à pied, grand maximum, et bien sûr, il va en falloir plus. Mais c'est un phénomène, ça veut dire que ça marche. Les gens sont attirés par ça. Alors ça, une fois qu'on a posé ça, on se dit en quoi est-ce qu'ils peuvent constituer un défi potentiel. Alors ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça c'est stratégique quand on a pris conscience de ça, hein. Ils sont redoutables pour deux raisons. Parce qu'en fait, c'est des tout petits points de retrait pour l'instant qui sont en train de muer en points de dépannage, donc en petits magasins, on pourrait qualifier de nanostore,
du PGC de dépannage. Mais ce qui est redoutable, c'est que quand je commande, j'ai les prix de l'hyper et je les reçois en ville. Donc, j'ai plus à prendre la voiture pour être moins cher que moins cher. J'ai moins cher près de chez moi. Alors que par essence, le format proxy est plus cher. Donc, déjà, les premières études montrent que quand un drive piéton il s'installe, eh ben, ça fait mal aux magasins proxy qui sont à côté, bio et non bio. La deuxième chose, là je me suis trompé, ils disent 2000 références, mais il peut y avoir dans un petit point de retrait, suivant ce que vous commandez dans votre distributeur, vous pouvez avoir, surtout avec les places de marché qui arrivent, ça c'est autre chose, vous pouvez avoir quasiment 2000, 10 000, 30 000 références. Donc pour un certain type de client, c'est très important. Vous avez un choix énorme. Donc, si vous conjuguez les deux, je peux avoir dans mon magasin de quartier qui est réputé pour être plus cher, j'en ai conscience, à la fois des prix bas et beaucoup plus de choix que ce que je peux trouver. Vous avez une menace potentielle, surtout que on sait que les drives, un produit sur deux est quand même acheté en drive. Là, j'ai pas les chiffres encore des drives piétons, j'ai pas réussi à les trouver sur les produits bio, mais ils sont aussi très très conséquents. Donc ça veut dire que ça va nécessairement siphonner. Ça a déjà commencé à siphonner des acheteurs de produits bio. Donc c'est quand même une menace. Alors, comment est-ce qu'un magasin bio peut réagir contre ça? C'était la thématique de ce matin, en proposant, on va le voir avec la partie des licones, paradoxalement moins de choix, mais un choix exclusif sur le principe de l'épicerie fine. Et aussi d'avoir une âme, des engagements, des lieux de vie, des cours et ce genre de choses pour pouvoir donc attirer le client. Parce qu'il y a une chose qui est bien, un client est toujours prêt à mettre 10, 15, 20% plus cher, mais il faut qu'il s'y retrouve. Il faut qu'il ait des plus. Le quick commerce, c'est très nouveau. On en a entendu parler à peine cet été. C'est très simple. Hein. Il cartonne en Angleterre, il marche très bien en Allemagne, en Hollande, et il cartonne aux États-Unis. Ça a été le grand sujet de discussion de cette année. C'est très simple, c'est du convenience, c'est-à-dire de l'achat de dépannage. Et vous pouvez acheter ce que vous voulez. Vous êtes à 23 heures par exemple, et vous vous apercevez que vous avez un mal de tête, ou vous craquez pour une glace parce que vos enfants veulent regarder une série. C'est le moment où on achète ce genre de choses. Et ben vous n'en avez pas au congélateur, vous les appelez et dans le quart d'heure vous recevez la glace en 15 minutes. Ça vous donne une idée du pouvoir redoutable. Hein. Il est redoutable à deux parties. La première, c'est qu'il attire des jeunes. Vous allez me dire, les jeunes, ils n'ont pas trop de sous, oui, mais dans 4 ou 5 ans, ils ont des sous et ils prennent l'habitude d'aller chez eux. Et on va voir qu'ils utilisent ça comme un attrape, comme un cheval de Troie pour prendre tout le reste de la consommation. C'est pour ça que ce principe est redoutable. D'ailleurs, Carrefour qui a raté l'entrée dans le drive parce qu'il n'y croyait pas au début, il n'a pas voulu renouveler et il a ensuite fait des gros efforts pour rattraper son retard. Carrefour a racheté une de ses startups qui s'appelle Bobek Ajou avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, il faut que vous vous rendiez compte que ces startups, dont certaines ont par exemple GoPuff, qui est né en 2013, en 8 ans, ils ont la valorisation boursière de Carrefour. Ils pèsent comme Carrefour. Ça vous donne une idée de la puissance de ces startups qui ont la valorisation
de Carrefour avait 2000 références. C'est quand même incroyable. Si vous vous rendez compte de ces chiffres, vous les liez, comment avec 2000 références on peut atteindre un Carrefour? Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe dans le commerce. Ah. La troisième partie, il me reste 4 minutes. Distribution. Est-ce que vous connaissez ce terme? Qui connaît ce terme? Ah oui, non. Tendance fraîche. Qui connaît ce terme, la tendance fraîche? Alors, c'est très simple. La distribution, j'en ai parlé, ça a été la thématique de l'année dernière. Là, je vous parle de la version V2. Voilà. Donc, on va faire un petit résumé pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et je vais vous dire qu'est-ce qui a évolué en un an, très vite. Hein. Un commerce, qu'il soit bio ou pas bio, et je simplifie parce qu'on peut discuter, il y a des nuances. Hein. Mais on a l'habitude, quand on va dans un magasin, d'acheter des produits emballés, principalement. Sauf les fruits et légumes que je mets de côté. Hein. On est bien d'accord. Mais à part les fruits et légumes, et du frais un peu plus, le gros des achats, c'est des produits qui sont emballés. Et principalement ce que j'appelle en sec. Là, ce qui se passe, et donc on a l'habitude de voir ça, même dans un magasin bio. Dès qu'on sort de la zone chaude des fruits et légumes, on tombe sur des produits qui sont emballés. La révolution, c'est que très rapidement, le magasin va se transformer en un petit marché couvert. Cette révolution était bien enclenchée l'année dernière. Elle a été freinée quand même par la Covid. On s'est surtout concentré sur les achats par Internet. Mais c'est en train de repartir de plus belle. Et ça, c'est révolutionnaire. Hein. Parce que le principe de distribution est très simple. C'est un magasin où on mange. Donc il y a des espaces de restauration. Et on fabrique sur place. On ne fait pas venir la nourriture. Et c'est un magasin où on achète, mais une bonne partie de la nourriture est de plus en plus fabriquée sur place. Ce qu'on appelle les fameux services arrière, il y en aura de plus en plus. Traditionnellement, c'est des plats très spéciaux qu'on trouve, que vous prépare votre boucher ou votre poissonnier, mais souvent c'est du brut qu'il vous propose. Mais de plus en plus, le poissonnier ou le boucher du service arrière ne se contentera pas de vous donner un bon steak, il vous fournira le plat qui va avec. Alors, vous avez des exemples de magasins qui sont déjà là. Qu'est-ce qui change? Voilà, ça. Alors, ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'il n'est pas que premium, on le trouve pour tous les niveaux de prix. Preuve que c'est en train, tout le monde en veut. Ça, c'est du Millennium, c'est dans les quartiers populaires. Et même Supeco, qui est la chaîne de discount pour contrer Lidl et Aldi et surtout des métros et les Russes qui arrivent dans le segment du discount, ont lancé une chaîne de discount qui s'appelle Supeco. C'est vraiment du pas cher. Et bien même dans le pas cher, on a ce phénomène de distribution. Là, on frôle le sujet de la V2, c'est que vous voyez ça, c'est Wegman, c'est une grande surface, c'est l'équivalent à peu près de Carrefour. Ils sont en train de basculer de plus en plus à fabriquer un maximum de concepts sur place. Et on est en train de quitter l'image de la distribution où on n'a pas de vendeur, il n'y a rien, hein, c'est des linéaires qui s'échelonnent. Et de plus en plus, ils sont très malins dans leur communication. Ils vont remplacer ça par des chefs cuisiniers. Ils ne sont pas des simples metteurs de mise en rayon. Donc ils sont en train de changer la perception de la GMS. Ça, c'est le dernier concept qui évolue vite. Tous les 6 mois, il y a des concepts qui montrent. Et par exemple, dans l'offre locavore de saison, etc. Donc ça, c'est la grande évolution. Il me reste que 2 minutes. Je rentre
dans le pôle santé, alors ça c'est très peu connu. C'est très peu connu. Alors si vous me dites que vous connaissez, vous levez la main, hein. Il y a une petite révolution qui se passe aux États-Unis. C'est que de plus en plus, la GMS s'intéresse à la santé. Mais je ne parle pas dans l'angle des compléments alimentaires. Ils font de véritables prestations de santé, comme une clinique ou un hôpital. Alors, ils développent déjà au premier niveau leur pharmacie. Il y a des GMS comme Leclerc qui ont des pharmacies et tout, mais eux, ils les développent à une échelle forte, puissante, et ils veillent à ce qu'elles soient dans les tendances du moment. Donc, la grande tendance en santé, c'est que là, ces organiques pharmacies, c'est pas une GMS, mais c'est qu'on peut appeler une start-up, qui propose de la consultation en ligne. Ça, c'est l'effet Covid, mais c'est en train de rester. Et c'est un peu plus que des conseils. Ça frôle, vous voyez, pas le simple conseil, tu as besoin de ça comme complément alimentaire. Ça commence à frôler des véritables problèmes de santé. Oui, d'ailleurs, il y a l'imaginaire du médecin qui est clairement mis en avant. Si on reste à l'espace santé au premier niveau, il y a la façon, dans un magasin bio donc classique, sans rentrer dans les détails, il y en a qui font un peu mieux que d'autres, c'est vendu comme des pâtes, quoi. Il y a un petit parquet dans le meilleur des cas pour faire comprendre qu'on est dans un autre univers, mais c'est tout. Il y a des segmentations et c'est vendu et puis tu te sers, tu repars. Il y a des naturopathes, c'est vrai, depuis quelques années, mais il n'y en a pas quand même autant que ça. J'ai fait ma petite enquête et c'est pas très courant. Donc ça va être balayé. Si vous avez eu l'occasion à Paris de visiter cette zone expo qui vient de la GMS, ils ont complètement repensé l'espace santé. Là, on est santé, mais ils ont fait pareil pour la cosmétique. Et qu'est-ce qui change? Eh bien, vous avez des bilans santé, des conseils par des internes et en médecine. Vous l'avez vu, le shift, on est vraiment dans la vraie santé. Mais quand ils vous vendent des compléments alimentaires, là aussi, il y a une subtilité. Il faut vraiment vous en preniez conscience. Ils vous mettent toujours un médecin. Ils vous font au moins en communication, ils vous font comprendre qu'on n'est pas dans un site où on achète un complément. On est quasiment de manière virtuelle chez notre médecin. Donc ils vous vendent bien sûr des produits, mais il y a plein d'articles. Donc on peut avoir, vous avez vu, un Retail Clinical. Ils insistent lourdement, ce n'est pas une simple naturopathe, c'est quelqu'un qui travaille dans des hôpitaux, pour vous conseiller pour des achats, plus ou moins donc gratuits ou payants. Donc on est en train de faire une véritable bascule vers la santé. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a un autre chiffre qui se passe, c'est très peu connu. Par exemple, est-ce que vous savez que le Kroger, qu'on peut assimiler à un Carrefour, un Auchan, ce que vous voulez, Kroger vous savez, ils ont des cliniques, mais des vraies cliniques, hein, dans ce qu'on appelle une clinique. Vous savez combien ils en ont? 215. Donc on n'est plus dans la santé parce que je vends du complément alimentaire, c'est pas ça, hein. On est dans du soin. Alors c'est vrai, les États-Unis sont un peu particuliers. Ils ont un service de santé qui est complètement privé, déplorable. Il y a plein de gens, même avec un salaire, qui ne peuvent pas se payer ça. Donc ils surfent sur ce que ne remplit pas l'office public et aux États-Unis. Ils prennent de la place, ce qui est assez inquiétant, je trouve, parce qu'ils sont en train de privatiser définitivement le truc, alors que ça devrait rester quelque chose de public, comme la sécurité sociale. Mais en France, on n'aura peut-être pas vraiment ça, parce qu'on a déjà des cliniques, le système est différent. Mais mais là, je ne l'ai pas mis, mais il y a des startups qui s'engouffrent là-dedans et qui ont délibérément cette image santé en France et qui vont proposer des compléments alimentaires et quand même, ça va être des magasins qui ne disent pas leur nom, donc ça va être quelque part menaçant.
pour la vente de produits santé, s'il y en a qui sont dans ce secteur-là. Et évidemment, bon, ben Walmart qui est plus gros que Kroger, qui est le numéro 1, sans le danger. Ils avaient un peu délaissé ça, ils s'étaient focalisés sur autre chose. Et ils commencent à marche forcée à développer des cliniques à tout va. Et le dernier, il me reste encore, en théorie, il y a une personne après moi, un collègue. Non. Oui. Je vais parler encore 2 minutes. Hein. Alors, les licornes, ce sont des grosses startups. Vous avez entendu parler de Gorilla, Dija, GoPuff. Intéressez-vous sur le sujet parce que je fais un demi-scoop. Oh, c'est carrément un scoop. Il y a fort à parier que dans pas beaucoup de temps, dans quelques années, une de ces startups que je vous cite, elle rachètera des magasins bio. Si ce n'est pas en France, c'est à l'international. Donc vous risquez, si vous travaillez dans la bio, de les avoir en patron, dans peu de temps. Donc, leur intérêt de ces startups qui... Oui. C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils iraient vers le bio, le conventionnel? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont eux-mêmes des jeunes, ils aiment bien le bio, ils aiment bien les produits naturels. Et ça fait partie d'un marqueur incontournable. Le bio a des faiblesses. Il s'est fait avoir sur certains points, par manque d'anticipation, comme sur le local, mais ça reste encore une valeur forte. Donc le bio est incontournable. Par exemple, on s'est aperçu avec la Covid que dans les compléments alimentaires, quand on interrogeait les gens, est-ce que vous verriez il y a 4 ou 5 ans des ingrédients bio dans votre complément alimentaire? Ils avaient 10-20%. C'est monté petit à petit à 50 à 60 et avec la Covid, c'est monté à 90 ou à 95. Quand on leur donne la perception d'un complément alimentaire de qualité. Donc la bio a encore une image qu'il faut entretenir, qui commence à être un peu fissurée à droite à gauche, mais qui est encore saine, et c'est notre rôle à nous. Hein. Donc, c'est incontournable. Alors après, ils ne font pas de la bio, parce qu'aux États-Unis, vous le savez, la plupart de ces licornes, elles viennent soit d'Europe ou des États-Unis, mais les concepts viennent quand même des États-Unis. Ils sont copiés très rapidement en Europe. Et bio et naturel, et il faut pourtant dire bio et naturel clean, la fameuse tendance clean. C'est du conventionnel, mais il n'y a pas de zéro pesticide et il n'y a pas d'additifs douteux. Il faut s'y intéresser parce que ces startups, par expérience, je vais très vite, elles démarrent par une spécialité. Elles font de la livraison de repas, de l'offre de produits de dépannage, une brosse à dents à 9 h du matin, parce que je ne retrouve plus la mienne et dans le quart d'heure, j'en ai une, juste avant d'aller au travail. Ce qui est redoutable, c'est qu'elle propose finalement tout. Quand on étudie des startups comme toutes celles qu'on connaît, par exemple GoPuff qui a démarré dans le dépannage, il commence à faire, ou des Uber Eats qui ont démarré dans la livraison de repas et qui font de l'épicerie, ou Instacart qui ne faisait pas la livraison de repas puis qui commence. Vous voyez, tout se mélange et ils commencent à tout proposer. Évidemment, c'est très compliqué parce qu'à chaque fois, ils doivent inventer un métier. Mais vous me direz, pourquoi est-ce qu'ils font cet effort-là? Et vous savez pourquoi? C'est pas faux, oui. Ils gèrent le dernier kilomètre et quand on fait tout. Mais c'est pas la vraie raison. Parce que c'est quand même un gros effort. C'est une raison, hein, parce que c'est rare qu'il n'y ait qu'une raison. Oui. Là, vous brûlez. Vous brûlez. Oui. Ah, là, vous brûlez encore plus. Bravo. Vous êtes des anticipateurs. Vous faites du marketing stratégique, là. Bravo. On y est presque. Tout simplement parce que c'est un terme, si vous tapez Super App, amusez-vous à taper Super App. Vous allez être surpris par... c'est le gros sujet aux États-Unis. Qui connaît Super App? Ah ben j'ai réussi quand même.
ça se baisse de moins en moins, preuve que cette intervention elle est utile. Hein. Bon. Le principe du super app, il est très simple. C'est que je veux ma brosse à dents le matin, je veux un repas parce que j'ai des potes et j'ai pas l'habitude. Et je veux pas que de la pizza, je veux commander un bon poulet frit. Paf. Et puis ces super apps, ils embauchent des centaines de gens pour les travailler. Vous vous rendez pas compte. Ça, c'est ce qu'on reçoit sur un téléphone, un Carrefour, qui est une super app pour moi V1. Malheureusement, le magasin bio, ils ont la super app V0. Ils ont presque rien. Eux, c'est quand même très abouti. C'était ce qu'on considérait de mieux il y a peu de temps. Mais quand on les compare soigneusement avec ça, il y a des centaines de box de gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le UX design, qui est devenu stratégique. Et ben, tout est fait pour aspirer le client. Et le client, sans même s'en rendre compte, il est venu pour sa brosse à dents, pour sa glace. Et 2-3 semaines après, il fait toutes ses courses. C'est ça qui est redoutable dans la super app. Et tous font des efforts énormes de acquérir et à marche forcée, en prenant des risques, en investissant des milliards d'euros. Il y a 20, de mémoire, il y a 15-25 milliards par an qui est investi. Alors qu'on n'est même pas sûr de la rentabilité pour créer ça. C'est des sommes énormes. Et il faut rappeler combien pèse le marché bio. C'est plus important que ça. Donc, c'est tout simplement pour rattraper le client. C'est là qu'est le danger. La GMS, elle le sait. Elle commence à s'en apercevoir. C'est le principe du cheval de Troie. Et ça va faire mal d'une certaine manière à la GMS. Ça va à minima, ça va l'affaiblir. Il va y avoir un niveau international des rachats. Pour l'instant, la lutte est très dure et on peut dire qu'elle est même sanglante. Je la suis avec passion tous les mois. Mais on verra en conclusion très vite. Un dernier principe qui est redoutable, celui-là, il ne faut pas le sous-estimer. Je vous ai dit tout à l'heure que l'avantage des drives piétons est qu'on peut avoir 12 000, une moyenne de 8 à 10 000, ça dépend. Enfin bref, tout ce qu'on trouve dans une grande surface, on peut l'avoir dans son magasin proxy, parce qu'on le commande et on l'a. Hein. Mais ce qui est redoutable ici, vous allez me dire que je me contredis, c'est que eux, la plupart, ils vous proposent que 2000 références. Je vous ai donné l'exemple de GoPuff, qui a toujours 2000 références. C'est ça qui est très intéressant. Comment ça se fait? Parce qu'on m'a toujours dit, les magasins, ils sont convaincus que plus il y a de références, plus on attire le client. Et il se passe quelque chose là. Moins il y a de références, et le client, il le vient toujours. Un certain type de client, mais c'est celui qui est le plus intéressant en termes de achat. Et ben pourquoi? Parce que les jeunes générations, alors là je n'ai pas le temps, hein, il y a plusieurs principes de curation, mais je vous dis simplement de vous intéresser à ça parce que c'est l'énorme truc, c'est peut-être même le plus important. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à avoir peu de références, mais des marques très atypiques. Ce que ça fait très bien faire les épiceries fines. Elles ont toujours marché avec un nombre limité de références et des marques très, très fortes. Donc l'avenir est à des marques atypiques qui ne se contentent pas d'avoir un label et des références, mais qui savent raconter une histoire et qui sont donc tendance. Fondées par exemple, si vous voulez être une marque, vous avez tout intérêt à être un transsexuel en ce moment et aux États-Unis, car vous le dites et ça augmente la valeur marchande de la marque. Et voilà, un qui est très intéressant et ça répond à votre question, c'est qu'en fait, le e-commerce n'est pas rentable. Il y a trop de frais, déjà ils doivent monter des infrastructures et il y a trop de frais qu'on peut répercuter qu'en partie aux clients. Mais tout le monde sait qu'il faut y aller. Comment est-ce qu'on résout cette quadrature du cercle? Ben, c'est simple, on va profiter de la force d'Internet pour inventer de nouveaux métiers. Bon, déjà, j'en parle depuis 2-3 ans, c'était très nouveau, maintenant c'est connu en Carrefour. Par exemple, les Carrefour qui ont un fort pouvoir, un fort potentiel dans le redata, ils sont en train de se transformer en régie publicitaire. Ils avaient avant leur régie publicitaire et maintenant ils font ça et ils font payer à leurs clients ça. Donc ils inventent de nouveaux métiers. Ils font même de la finance ou des cliniques, comme je vous ai dit.